Monsieur Beraben, vous êtes prêt? Oui, Alors, je vais vous présenter rapidement et ensuite on commence, c'est ça? je pense. Ouais. Alors, je vais me présenter d'abord pour que les gens me connaissent un petit peu. Donc, je suis Dr Frih Mahboub, professeur en neurologie à la faculté de médecine de Monastir et chef de service de neurologie de CHU Fatouma Bourguiba de Monastir en Tunisie. Et je suis la vice-présidente de l'association tunisienne de neurosciences. Donc, je suis très, très contente d'animer cette séance, cette session de webinaire avec le professeur Arnaud Beraben et le professeur Dang. Donc, je commence par vous présenter tout d'abord. Donc, Dr Arnaud Beraben est professeur et chef de service de neurologie au CHU Panchillon à Reims. Il est président élu de la Ligue française contre l'épilepsie. Il est élu aussi membre de l'American Epilepsy Society entre 2009 et 2018. Il est enseignant à l'Université de Reims en médecine et en sciences. Donc, le professeur Beraben va nous parler aujourd'hui de l'épilepsie, la grossesse et les antiépileptiques indiqués au cours de la grossesse. Donc, il va nous faire le point sur ces sujets-là qui est très intéressant, qui intéresse presque tous les neurologues. Et je vais passer rapidement la parole au professeur Beraben. Ensuite, on aura à répondre à certaines questions. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. J'espère que vous me voyez. Oui. J'essaye de partager l'écran pour mettre les diapositives. Alors, c'est pas Reims, c'est Rennes. C'est l'autre côté de la France. Voilà. Est-ce que les diapositives passent là? Oui, oui. Bon, alors, grossesse, épilepsie et médicaments, ça concerne en effet tous les neurologues et ça concerne tous nos patients parce que maintenant, on ne peut plus éviter d'avoir, on est obligé d'éviter au maximum toutes les malformations, tous les retards mentaux qui pourraient être liés aux médicaments. Alors, d'abord, je vais parler un peu de fécondité. Il y a des études qui montrent que la fécondité des femmes épileptiques serait à peu près équivalente à celle des femmes non épileptiques. Néanmoins, la plupart des études montrent qu'il y a une fécondité un peu inférieure. Et j'ai pris cette étude finlandaise où on voit qu'il n'y a que 59% des femmes épileptiques qui auront un enfant au lieu de 77% des femmes non épileptiques. Il y a peut-être des comorbidités qui l'expliquent, entre autres. Et le dernier papier, un des derniers en tout cas en 2019, montre qu'il y a un taux d'infertilité un peu supérieur chez les femmes épileptiques et une fécondité inférieure aussi chez les femmes épileptiques, surtout en cas de polythérapie. Et si vous pouvez le voir sur les chiffres qui sont à droite, c'est surtout le valproate qui a l'air d'être le pire médicament pour la fécondité. Alors, est-ce que c'est lié au kyste ovarien? C'est possible, mais on sait que le valproate favorise les kystes ovariens. En tout cas, sous l'amygdale, les résultats sont meilleurs. La première chose à savoir, c'est que si on veut que la grossesse se passe bien, il faut la programmer. Et donc, je ne vais pas parler de contraception, mais il faut étudier avec les femmes épileptiques le meilleur mode de programmation et probablement de contraception pour éviter les grossesses non désirées et pour permettre de préparer au mieux, on va le voir, la grossesse qui va venir. Et puis récemment, il y a eu toutes ces affaires autour du valproate de sodium ou de la dépakine qui font qu'on a tout intérêt à ce que les grossesses soient bien programmées. J'ai présenté ça un peu comme ça, c'est-à-dire les questions que pourrait poser une femme qui voudrait un enfant. Alors, première question, est-ce que mon enfant a un risque d'être épileptique puisque moi je suis épileptique? Est-ce que c'est risqué? On sait qu'il y a à peu près une grossesse sur 200 qui se fait dans un climat d'épilepsie traité par un médicament antiépileptique. Probablement, il y en a plus maintenant qui se font sous médicaments antiépileptiques parce que les médicaments antiépileptiques ont étendu leurs indications, par exemple pour des raisons psychiatriques, par exemple pour des raisons douloureuses, par exemple aussi pour des migraines. On sait par exemple que le topiramate peut être utilisé dans les migraines. Dans certains pays, le valproate de sodium peut être utilisé comme traitement des migraines. Donc, il y a certainement plus de femmes traitées sous antiépileptiques que de femmes réellement épileptiques. Donc, il faut en tenir compte aussi. Alors,
le risque d'avoir un enfant épileptique dans la population générale, c'est environ 1%, 1,13% en France d'après nos dernières études. Néanmoins, l'épilepsie a une tendance d'être maximale après un âge où on peut avoir des enfants. Donc, globalement, on peut retenir le chiffre de 1% à l'âge où on peut être fécond, avoir des enfants. En cas d'épilepsie dans la famille, très globalement, il me semble que la statistique, c'est 2%. Ça multiplie le risque par 2. Ça fait quand même 98% d'enfants qui vont bien. Quelquefois, on est face à une épilepsie qui est liée à une maladie génétique, à génétique mendélienne. Alors, j'ai pris l'exemple de la sclérose tubéreuse de Bourneville, dont on sait qu'elle est dominante. Et dans ce cas, si une femme a une sclérose tubéreuse de Bourneville, le risque de transmettre la sclérose tubéreuse, et donc très probablement une épilepsie, est de 1 sur 2, 50%. En cas d'épilepsie généralisée idiopathique, absence ou épilepsie myoclonique juvénile ou autre, eh bien, le risque est un peu plus augmenté parce qu'on sait qu'il y a des traits génétiques qui sont associés à ces épilepsies. Et suivant les auteurs, vous voyez, ça va de 2 à 11, même 19% de risque d'avoir un enfant épileptique. Donc, a priori, avec une épilepsie qui sera du même type, c'est-à-dire une épilepsie généralisée idiopathique, donc a priori une épilepsie relativement facile à traiter, une auto-limitée, comme on dit maintenant. En cas d'épilepsie partielle liée à un traumatisme crânien et une cicatrice, en cas d'AVC ou autre, évidemment, là, le risque redevient 1%, puisque l'accident ou le traumatisme crânien n'est pas transmissible, évidemment. Deuxième question, et c'est la plus grosse, et c'est celle qui va nous occuper le plus, c'est est-ce que les médicaments sont dangereux pour mon enfant? Est-ce que c'est mieux en monothérapie ou en polythérapie? On pourrait imaginer que les monothérapies à forte dose ou les polythérapies à faible dose seraient mieux. On va voir qu'on n'a pas toutes les réponses. Est-ce que la posologie des médicaments est importante? Est-ce qu'il vaut mieux se mettre dans la position d'avoir la dose les plus faibles? Est-ce que, inversement, le fait de faire une grossesse pendant qu'on est enceinte, est-ce qu'on va avoir plus de crises? Est-ce que les crises vont s'aggraver? Est-ce que la mère prend des risques différents d'une mère non épileptique? Et enfin, est-ce que les crises en elles-mêmes sont dangereuses? Parce qu'on va essayer d'avoir le moins de médicaments possible, il y aura peut-être plus de crises, et est-ce que c'est dangereux? Donc, on va essayer d'aborder toutes ces questions les unes après les autres. D'abord, les médicaments antiépileptiques sont-ils dangereux? Alors oui, on le sait. Depuis les premiers signalements sur le valproate vers les années 1960-1968, à ce moment-là, il y avait des alertes. On a prévenu qu'il pouvait y avoir des malformations, mais on n'avait pas d'idée de quel risque existait et surtout, on n'avait pas la preuve d'une imputabilité aux médicaments. Et c'est ce moment où on a établi progressivement des registres vers la fin des années 80. Et c'est grâce à ces registres qu'on a obtenu une preuve définitive d'imputabilité et la preuve que les médicaments, certains médicaments, pouvaient être dangereux pour le futur enfant. On va voir que les médicaments diffèrent dans leur risque tératogène, que ce risque est dose dépendant, en effet, et qu'il n'y a pas que les malformations, il y a aussi des risques neurodéveloppementaux, qu'il s'agisse de QI ou qu'il s'agisse de problèmes de type autiste, ou des traits autistiques ou même un autisme. Et enfin, on va voir que les autorités de santé de pratiquement tous les pays ont pris des mesures pour essayer de limiter ce risque. Voici les registres principaux qui ont existé. Et le registre maintenant le plus important, c'est le registre RAP. Certains pays qui avaient déjà un registre propre ont rejoint ce registre RAP. Et vous allez voir que je me réfère souvent à ce registre. Voilà ce qu'on veut éviter. Le spina bifida, c'est la pire des malformations possibles. Vous avez à gauche en réalité et à droite en échographie. Vous voyez que sur bonne échographie, ça se voit bien. Encore des images échographiques. Voilà. Alors, les mises à jour lors de l'AES dernière, mise à jour du risque de malformation est là en fonction des médicaments. On remarque tout de suite que le valproate peut donner n'importe quelle malformation. Vous l'avez, je ne sais pas si vous voyez mon index, mais on l'a avant-dernier. Vous voyez aussi que les barbituriques sont pourvoyeurs de malformations et puis qu'ensuite, c'est l'épitomax, le topiramate, qui a l'air d'être le plus pourvoyeur. Et on a derrière ça une bonne expérience, vous voyez, puisque carbamazépine, 7000 patientes, la motrigine, 7000, barbiturique, 800, et le Keppra, 700 seulement, mais on voit que le Keppra
et le lamictal, le lamotrigine, ont l'air d'être peu pourvoyeurs de malformations. On va voir un petit peu le détail et vous avez le type de malformation cardiaque pour le barbiturique, un peu tout pour le valproate malheureusement, et le phensphénopalatine pour le topiramate. Toujours lors des dernières mises à jour en 2019, lors de l'AES, vous avez ici les trois principaux registres. Le registre RAP, ce sont les cercles. Le registre nord-américain, ce sont les triangles. Et le UK et Irlande, ce sont les carrés. On voit tout de suite qu'il y a un groupe de 3 médicaments sur la gauche que j'ai encadrés, pour lesquels le risque est peu important et en fait très proche du risque naturel d'avoir un enfant avec une malformation. Ensuite de ça, mais le risque augmente un peu et il augmente surtout, je ne sais pas si vous le voyez sur le côté, il augmente surtout pour le valproate de sodium, puisque le valproate de sodium est dans tous les registres, tout le monde est d'accord pour dire qu'il donne plus de malformations. Voici comment est constitué le registre RAP. En coloré, ce sont les pays qui en font partie. Les pays en bleu n'ont pas tellement participé. Toujours est-il qu'on a maintenant environ 27 000, 26 500 grossesses qui ont été suivies dans ce registre. Voilà la répartition en 2017 des monothérapies. On voit que les conseils ont été largement suivis puisque le lamotrigine est en tête, puis le carbamazépine. Malheureusement, on voit que le valproate est encore très souvent utilisé. Et on voit à droite que le résultat, quand il n'y a pas de médicament antiépileptique, bien qu'il y ait une épilepsie. Là, c'est la mise à jour EURAP, la dernière, et on voit l'effet de la dose sur le risque malformatif. Ce qui est impressionnant, c'est toujours le valproate. Le risque est relativement faible, aux alentours d'un comprimé et demi, mais il augmente de façon exponentielle avec la dose, et on voit qu'à 3 comprimés par jour, vous avez un risque d'un quart, de 25%, d'avoir un enfant malformé. C'est aussi valable pour le valproate, pour le phénobarbital, dans un risque un peu moins élevé, mais on voit quand même qu'à une dose de 130 mg ou au-dessus, on a un risque aux alentours de 12-13% de malformation. Il existe une petite variation aussi pour la carbamazépine qui est un peu plus risquée à forte dose, à la dose de 2 fois 400, et le lamictal à la dose supérieure à 325 a l'air de donner quelques malformations en plus, mais c'est non statistique. Ici, vous avez le risque comparatif au lamictal, c'est-à-dire qu'on sait la lamotrigine, on s'est mis sur le risque lamotrigine et on compare les autres médicaments au lamotrigine. Et on n'est pas surpris de retrouver toujours en tête, si je puis dire, le valproate de sodium qui est le plus grand pourvoyeur de malformations, quelle que soit la dose. Le phénobarbital en second, le valproate à faible dose ensuite. Vous voyez que même le valproate à très faible dose, inférieure à 1 comprimé, disons à 1 comprimé par jour, on a déjà un risque très significatif de malformation. Le tegretol, quant à lui, ça dépend de la dose, mais quand la dose est supérieure à 700 mg, le risque est significatif là aussi, ce qui n'est pas le cas lorsque la dose est inférieure à 700 mg par jour. Pour voir un peu le détail, vous voyez ici le phénobarbital à dose inférieure à 80 mg, entre 80 et 130, et ici au-dessus de 130. J'ai illustré la même chose avec le valproate, mais on voit que dès la petite dose, le valproate est dangereux, et à la dose supérieure, on a un risque qui augmente considérablement, et alors à des doses supérieures à 3 comprimés à 500 mg, le risque est vraiment très important. Ça, c'est pour illustrer les changements d'attitude dans le registre RAP. On voit que progressivement, au fil des années, depuis l'an 2000 jusqu'à 2013, eh bien, les attitudes des neurologues ou ceux qui traitent ces femmes épileptiques ont changé. On voit que le tegretol et le valproate, qui étaient les principaux médicaments utilisés, sont devenus beaucoup moins utilisés et que le lamotrigine et le levetiracetam commencent à devenir de plus en plus utilisés et plus de la moitié des femmes enceintes sont sous lamotrigine ou levetiracetam. Alors, est-ce que c'est utile? Et ça, c'est le grand progrès.
On voit d'abord sur le côté gauche, vous voyez qu'entre 2000 et 2005, on avait 6% de malformations, entre 2006 et 2009, 4,8 et 4,4 maintenant. Et de même en polythérapie, on voit que le risque est un peu supérieur, mais il baisse. Et vous avez ici la courbe du risque malformatif qui descend progressivement en fonction que nous changeons nos attitudes. Donc c'est vraiment très utile puisqu'il y a presque 2 fois moins d'enfants malformés. Alors maintenant, le rôle du nombre de médicaments. On a déjà vu qu'il y avait un peu plus de malformations dans les polythérapies. Ça, c'est une vieille étude où on voit que, très franchement, le risque malformatif est proportionnel au nombre de médicaments. C'est avec les anciens médicaments. Et avec les nouveaux médicaments, on sait maintenant, du moins on suspecte que des associations telles que l'amotrigine, l'évétiracétam ne seraient pas très dangereuses, alors que les associations dangereuses sont celles qui contiennent du valproate de sodium, quelle que soit la dose finalement. Et la morale, c'est ça, c'est qu'il faut donc essayer d'éviter absolument les associations contenant du valproate et de l'épitomax, du topiramate, car ce sont celles qui sont a priori les plus grandes pourvoyeuses de malformations. Les malformations ne sont pas toutes liées au fait qu'on a pris des médicaments antiépileptiques. Et ça, il faut s'en souvenir, parce qu'avant la grossesse, on peut informer aussi. S'il y a des antécédents familiaux de malformation, eh bien, on a un risque significativement plus élevé d'avoir un enfant malformé. Si on est dans le sud-est asiatique versus l'Europe aussi, un petit peu. Enfin, c'est très paradoxal. Oui, évidemment, si on a déjà eu un enfant mal formé et qu'on refait une grossesse avec le même médicament, le risque est énorme d'avoir de nouveau un enfant mal formé. Alors, un résultat paradoxal, je disais, c'est l'utilisation des folates, puisqu'il semble y avoir un peu plus de malformations quand on a donné aux femmes enceintes, ou de moins en préparation de la grossesse, des folates. Alors, ce que dit l'auteur Thompson, c'est qu'il pense qu'on a donné beaucoup plus souvent des folates aux femmes qui étaient à risque d'avoir un enfant mal formé, et que donc il y a un biais pour ce calcul de l'intérêt des folates. Enfin, les enfants du sexe masculin ont plus de malformations, mais ça se rejoint si on supprime les hypospadias. Donc, toutes les malformations ne sont pas forcément liées aux médicaments. Maintenant, est-ce que les crises sont dangereuses pour l'enfant? Est-ce qu'elles sont dangereuses aussi pour la femme enceinte? Quand il y a une crise, surtout une crise généralisée, on sait qu'il existe une ischémie relative avec une hypoxie, il y a un risque de traumatisme si on chute, il y a un risque d'hypotrophie fœtale, ça c'est relativement bien connu. Est-ce que les crises vont influencer le développement intellectuel ultérieur de l'enfant? Est-ce qu'un enfant qui aurait subi de nombreuses crises généralisées dans le ventre de la maman risque d'avoir un QI un peu inférieur? On va voir qu'on a quelques éléments de réponse. Alors, la première chose qu'il faut absolument éliminer de la tête, c'est que les crises en elles-mêmes ne provoquent pas de malformation. Et ça, de nombreuses études, et depuis longtemps, l'ont prouvé, c'est qu'une crise en début de grossesse ne va pas provoquer une malformation chez l'enfant. Donc, on sait que les malformations se développent aux alentours des 12 premières, 13, 15 premières semaines de grossesse. Et même s'il y a beaucoup de crises dans cette période, il n'y aura pas plus de malformations. Il n'y a pas de malformations liées aux crises elles-mêmes. Maintenant, est-ce qu'il y a un danger pour la mère? Est-ce qu'on va avoir une aggravation des crises de la mère? Eh bien là, les publications sont extrêmement variables. Vous voyez, j'ai trouvé entre 9 et 75% des femmes qui risquent de s'aggraver pendant la grossesse. Ça dépend d'énormément de facteurs. Et on a un élément assez rassurant, c'est cette étude qui a été faite entre les 9 à 12 mois qui précèdent la grossesse, puisque ce papier nous montre que le fait d'avoir eu 8 à 12 mois, 9 mois sans crise, eh bien, est de bons pronostics, puisqu'on voit que pendant la grossesse, cela va rester sans crise dans 84 à 92% des cas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une aggravation des crises pendant la grossesse? Eh bien, on a prouvé maintenant que la clearance de nombreux médicaments antiépileptiques va augmenter. Donc, les femmes éliminent plus rapidement les médicaments, donc le taux sanguin va baisser, d'autant qu'elles vont prendre un peu de poids, bien sûr, malgré le fait que le médicament est un peu moins lié aux protéines plasmatiques pendant la grossesse. Il y a une baisse
du taux sanguin de beaucoup de médicaments. On va voir lesquels. Donc, il y a souvent une aggravation de fréquence des crises, surtout au premier et deuxième trimestre de grossesse. Ce qu'on peut dire aux femmes, c'est que 3 semaines après l'accouchement, tout redevient normal et donc on peut reprendre le traitement qu'on avait avant si on l'a modifié. Mais on a du mal à anticiper quelle femme devra changer son traitement. Pendant la grossesse, le Lamictal est celui qui a été le plus étudié. Et vous voyez ici un papier qui reprend les variations de clairance de ces médicaments pendant la grossesse. Et vous voyez que dès le premier trimestre, premier, deuxième, troisième trimestre, on a des variations importantes dans le sens de l'augmentation pour le lamotrigine, pour le levétiracétam, pour le topiramate, pour l'oxcarbazépine, pas pour le tegretol, pour le Zonegran, etc. Donc, il faut tenir compte de cela. Il s'agit là de moyenne, hein, bien sûr. Mais pourquoi on tient compte de ça? C'est que quand le taux du médicament va baisser, eh bien, on est plus proche du seuil épileptique et on a souvent une augmentation du risque de crise. Et cette augmentation est surtout marquée pour les crises focales pendant la grossesse et pour les crises généralisées dans les suites de la grossesse après l'accouchement. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle, bien sûr. Il y a la compliance de la patiente. On sait qu'il y a toujours une amie qui va dire « Écoute, arrête tous ces médicaments, c'est très dangereux ». Il y a le stress, il y a le sommeil. Le sommeil est souvent moins bon, surtout en fin de grossesse. Et donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte que le dosage des médicaments. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'on a étudié le taux de lamotrigine que vous voyez ici sur la droite. En moyenne, on voit qu'avant la grossesse, puis premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, on a quelquefois la moitié du taux sanguin de l'amygdale. Et en fait, quand on étudie les choses d'un peu plus près, certaines femmes ont une clairance qui bouge peu, qui augmente un peu, et d'autres femmes ont une clairance qui augmente considérablement. Et dans le postpartum, vous voyez qu'il faut une quarantaine de jours pour que tout rentre en ordre. Donc, cette augmentation de clairance, cette baisse du taux sanguin et cette augmentation du risque de crise existent avec de nombreux médicaments. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, 66% des femmes restent sans crise, mais c'est surtout les épilepsies généralisées qui, pendant la grossesse, restent sans crise. On a une aggravation d'après le registre RAP, sur 15,8%, et surtout au début de grossesse. C'est plus fréquent avec le Lamictal qu'avec les autres médicaments. On a vu un peu pourquoi. Maintenant, y a-t-il un risque grave pour la mère? Oui, il y a un risque. Si on étudie les choses de près, on a une augmentation de la mortalité maternelle avec un odds ratio à 5,57. On a aussi une augmentation, une multiplication par 10 du risque de SUDEP et des morbimortalités lors de l'hospitalisation et de l'accouchement qui est augmentée chez les femmes épileptiques. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on lutte contre les crises généralisées pour éviter ces SUDEP et éviter bien sûr les états de mal, puisqu'on sait que les états de mal font courir un risque important de mort de l'enfant, mais aussi de la mère. Maintenant, y a-t-il un risque pour le fœtus? Alors, ce qui est le mieux mesuré, c'est ça, c'est les retards de croissance intra-utérins. Et on voit clairement que tous les médicaments donnent des retards de croissance intra-utérins, plus ou moins significatifs. Pour la lamotrigine, c'est non significatif, mais vous voyez que tous les autres médicaments le donnent. Et essentiellement, le topiramate, le phénobarbital et le Zonegran, qui sont des médicaments qui déjà font maigrir nos patients. Donc, petit poids de naissance avec les risques qui sont associés. Après ça, il y a peu de choses sur le développement cognitif, mais on sait que s'il y a plus de 5 crises généralisées tonico-cloniques, surtout en fin de grossesse, il y a un risque de retard de développement. Ça a été vu. Alors, quels sont Voilà les recommandations qui ont été données par notre ANSM, notre Autorité nationale de santé. Il nous dit qu'il y a 3 médicaments pour lesquels le risque est à peu près écarté, lamotrigine, levétiracétam, oxcarbazépine, le trileptal.
un risque potentiel, peut-être quelques signaux, avec le zonégran, on vient de le voir, les retards de croissance, le vigabatrin, peut-être des anomalies de champ visuel, le felbamate, ça je pense qu'il y a très peu de femmes enceintes qui en prennent, le gabapentine, neurontin, prégabaline, potentiel, et enfin, là, des médicaments pour lesquels on pense qu'il y a un risque, on sait qu'il y a un risque, surtout la carbamazépine à forte dose, le topiramate, le phénobarbital, et évidemment, celui qui augmente beaucoup le risque, c'est le valproate de sodium. Ça, ce sont les conseils que donnent les Américains. On a demandé à des experts américains qu'est-ce qu'ils donneraient à des femmes potentiellement pouvant être enceintes ou désirant être enceintes. Et on voit que dans les épilepsies généralisées, du moins les crises généralisées, eh bien, pas de surprise, la motrigine et l'évétiracétam arrivent nettement en tête. Ici, tout le monde est d'accord. Quand c'est en noir, c'est tout le monde est d'accord. Un peu plus discuté quand c'est en gris. Et pour ce qui est des épilepsies focales, on voit assez clairement qu'on retrouve les mêmes, plus l'oxcarbazépine. La carbamazépine n'est pas très loin. Et ça, c'était un chiffre qui avait été donné il y a une dizaine d'années. Vous voyez qu'il a un peu reculé. Maintenant, je veux attirer votre attention sur ce site, le site du CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes. Vous pouvez y aller, c'est sur Internet, c'est gratuit, ça parle français, ça parle bientôt anglais, et tous les médicaments sont répertoriés, pas que les antiépileptiques, et vous pouvez savoir sur ce site si les médicaments présentent un risque, quelles précautions prendre si c'est nécessaire. Maintenant, je reviens sur une des dernières publications en Europe, c'était le dépistage par l'échographie. Dans ce registre RAP, on remarque d'abord qu'il y a 15% des malformations qui sont repérées après le deuxième mois de vie. Et en effet, dans le registre RAP, les enfants sont suivis 1 an, alors que le suivi est beaucoup moins long, voire s'arrête à la naissance dans les autres registres, ce qui explique qu'il y a un peu plus de malformations dans le registre européen que dans les autres registres. Et ce qui est terrible, ce que j'ai découvert, c'est que seulement 20% de ces malformations avaient été vues en prénatal par l'échographie, et pourtant presque toutes les femmes avaient eu une échographie. Alors, il y a une discussion sur les standards locaux de l'échographie, sur la façon dont on la répète si besoin ou pas, etc. Mais on constate que certains spina bifida n'ont pas été vus en échographie. Et on voit ici la rentabilité de l'échographie, 67% pour les spina bifida, 17% pour les anomalies cardiaques, c'est fou, 41% pour les anomalies gastro-intestinales, 67% pour les anomalies rénales. Alors, quand je montre ces chiffres à nos gynécologues, eh bien, ils disent non, non, c'est faux, c'est pas possible. Quand on fait ça avec soin, on dépiste beaucoup mieux. À voir s'il ne faut pas des échographistes vraiment spécialisés en cas d'épilepsie. En conclusion, il ne faut prendre qu'un seul médicament si c'est possible. Plutôt la motrigine, l'évétiracétam, oxcarbazépine, la dose la plus faible. Il faut absolument, dans la mesure du possible, éviter le valproate. On va surveiller les taux sanguins avant et pendant la grossesse, si on arrive à la préparer, afin d'essayer de maintenir le taux sanguin à 66%. C'est là la marge qu'ils ont calculée en Amérique pour supprimer le risque de récidive de crise. Bien sûr, il faut conseiller de ne jamais arrêter brutalement un médicament antiépileptique et essayer d'adapter au mieux une contraception pour planifier la grossesse. Alors, la question suivante, c'est mon enfant va-t-il être intelligent? Est-ce que mon épilepsie, est-ce que tout ça risque de donner quelque chose? Alors, on a cette étude qui montre assez clairement que sous valproate de sodium, le QI est un peu inférieur, vous l'avez à 97, alors que les enfants des femmes qui ont été traitées par carbamazépine, lamotrigine ou phénitoïne ont un QI normal. Et donc, il y a une différence entre les médicaments pour ce qui est du devenir des enfants. Toujours en complément, cette variation du QI va être dose dépendante. Vous avez en bas à droite le QI en fonction de la dose et vous voyez assez clairement qu'il y a une pente régressive et que plus la dose de valproate pendant la grossesse est élevée, plus le QI risque d'être bas. Ici, ça reprend un peu la même chose. Vous voyez aussi que le QI est un peu plus bas quand on utilise des fortes doses de médicaments, avec ici tous les médicaments combinés, et on voit que, en gros, tous, sauf le valproate,
donne un QI à peu près normal, un peu meilleur quand la dose est faible que quand la dose est forte. Ici, c'est une autre façon de le montrer sur une autre étude. Vous voyez ici le QI général de la population. Ici, le QI des enfants sous faible dose en vert et sous forte dose de valproate. Et on voit clairement que le sommet se déplace vers la gauche. Donc, le QI baisse en fonction de la dose. Deuxième problème, c'est l'autisme. Et ça avait été signalé depuis quelques années, mais on voit que le risque d'autisme est surtout lié à de hautes doses de valproate. Le risque d'autisme est multiplié par le valproate et on a plusieurs études, j'en ai mis quelques-unes ici. Celle de Christiansen qui a le mérite de colliger tous les enfants nés au Danemark entre 1996 et 2006 et on voit que 4,4% des enfants nés de femmes sous valproate ont des troubles du spectre autistique, alors que c'est 1,5% dans la population globale et que le risque d'autisme vrai est 0,5 dans la population globale. Les femmes qui ont pris du valproate pendant la grossesse ont un risque d'avoir un enfant autiste de 2,5, donc ça multiplie par 5 le risque d'avoir un enfant autiste. Ici, c'est un peu la même chose avec cette étude australienne où on voit que c'est le valproate qui est le plus grand pourvoyeur de signes d'autisme, de traits autistiques chez l'enfant. Voilà. Maintenant, c'était juste pour essayer de reprendre un peu l'historique. Et vous voyez que dans ces malformations congénitales, on a des signalements dès les années 60, puis 80, puis 2000, puis etc. Et l'AAN, l'Académie américaine de neurologie, a signalé les choses en 2009 pour les malformations congénitales, le retard cognitif sous valproate et le spectre autistique vers 2013. Donc, c'est récent. Et puis, les autorités européennes ont signalé ça en 2014 et les autorités françaises en 2015. Et on a mis des recommandations en place, telles que celles que vous avez vues tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, revenons sur la supplémentation en acide folique, parce que c'est très discuté. Et il y a un certain nombre d'études maintenant qui disent que pour la prévention des malformations, ça ne sert à rien. Par contre, il y a quelques études qui suggèrent que le QI des enfants, des femmes qui ont pris des folates pendant la grossesse et avant la grossesse, serait un peu supérieur à celui des enfants des femmes qui n'ont pas pris ces folates. Alors ici, je vous ai mis ici le nombre de malformations chez un groupe de 1935 femmes traitées par folate. On voit qu'il y en a 76. Et ici, le nombre de malformations, c'est le groupe de femmes qui n'a pas été traité. Et on voit qu'il y en a un peu moins. Donc, ça n'a pas l'air d'être préventif et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans le registre RAP. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on veut essayer de donner un QI correct, peut-être qu'on met des folates. Moi, je pense que ça rassure un peu. La surveillance de la grossesse va être à la fois clinique, mais elle va être aussi échographique. Et j'insiste sur les échographies morphologiques vers 15e, 16e semaine de grossesse, 18e, 20e semaine de grossesse. Et nos échographistes la répètent s'ils n'ont pas tout vu, de façon à essayer de dépister les malformations le mieux possible. Les prises de sang, le tritest ou le dosage de l'alpha-fétoprotéine, évidemment, sont de pratiques courantes, ce sont des alertes. Et ce qu'on rajoute par rapport à une grossesse normale, c'est le dosage régulier des médicaments antiépileptiques avant la grossesse et pendant la grossesse, de façon à maintenir le taux sérique suffisamment haut pour éviter le risque de crise. Globalement, n'oubliez pas, dans 90 à 95% des cas, ça se passe bien, sauf quand on utilise le valproate. Ne pas prendre de risques inconsidérés, il ne faut pas mettre la vie de la mère en jeu pour un bénéfice souvent très faible avec les autres médicaments. Il faut continuer à s'informer, on sait qu'il y a des mises à jour très régulières de tous ces registres, et bien sûr, ne pas hésiter à informer les femmes ou les couples qui sont désireux d'avoir un enfant. Peut-être même informer avant le désir d'enfant, de façon à ce qu'il sache déjà qu'il faut qu'il revoie un spécialiste. Alors maintenant, comment l'accouchement va-t-il se passer? Est-ce que c'est pareil que pour les autres? Eh bien, la réponse est globalement oui. Il n'y a pas de contre-indication à la péridurale, c'est même recommandé. Ça détend la femme, ça détend le mari aussi. Le risque de crise pendant l'accouchement est inférieur à 2%.
mais il faut en tenir compte, il faut préparer ce qu'il faut en cas de crise. Il n'y a évidemment aucune contre-indication aux efforts de poussée, sinon les accouchements se passeraient mal. On peut aider à l'expulsion, il faut surveiller la mère et l'enfant, il faut prévenir les hémorragies de la délivrance et discuter. Pas de médication particulière pour la femme à prévoir pour un risque qui est inférieur à 2%. On recommande la présence d'un pédiatre parce que l'enfant a reçu le médicament antiépileptique et qui risque de faire soit un phénomène de sevrage, soit d'avoir des effets secondaires à la naissance de l'antiépileptique. Et moi, ce que je recommande beaucoup, c'est en cas d'épilepsie généralisée idiopathique qui a pu se déséquilibrer pendant la grossesse, c'est 1 heure après l'accouchement, on reprend le valproate de façon à éviter des crises dans les suites de l'accouchement. C'est une période où on est fatigué, c'est une période où on dort mal, et c'est une période où il y a un risque de crise. Et on va voir qu'on peut donner quelques conseils. Alors, il y a globalement une légère augmentation de césarienne, mais ça dépend un peu des endroits. Une augmentation aussi du risque d'avortement spontané, et surtout en cas de crise importante ou de crise généralisée. Pas tellement d'augmentation d'accouchement prématuré, sauf chez les femmes épileptiques et tabagiques. Alors ça, c'est important. C'est les précautions à donner après l'accouchement. C'est tout bête, mais ça peut éviter des accidents. Et c'est une infirmière, Madame Fox, qui a publié ça. Un groupe de femmes à qui on a donné les précautions et un groupe de femmes qui sont venues accoucher dans le même centre où elles travaillent sans avoir reçu de conseils. Et on voit que dans le groupe qui a reçu des conseils, il y a eu quelques lâchages d'enfants lors de crises, mais bénins, et que dans le groupe qui n'a pas reçu de conseils, il y a eu 8 accidents graves, un enfant décédé lors d'une chute, 3 enfants hospitalisés à la suite de chutes, 3 naïades, le décès a été évité de peu, et un enfant dont le landau est parti tout seul. Donc, quels sont les conseils? C'est très bête, c'est tout simple. Ah oui, c'est surtout arrivé, les accidents sont surtout arrivés dans les femmes ayant une épilepsie myoclonique juvénile. C'est quand même paradoxal, c'est celle qu'on traite le mieux. C'était 2/3 du groupe 1 et 3/8 dans le second groupe. Et c'est probablement parce que ces épilepsies myocloniques juvéniles, peut-être qu'elles avaient arrêté la dépakine, peut-être qu'elles sont en manque de sommeil. Et on sait que ces épilepsies sont très sujettes au manque de sommeil et très sensibles à ça. Alors maintenant, en période puerpérale, quels sont les conseils? 1, il faut nourrir et changer l'enfant sur un grand lit, sur un grand canapé, de façon à ce que si une crise survienne, il ne peut pas tomber. Ne pas donner le bain toute seule à l'enfant ou utiliser un hamac pour être sûr qu'il ne peut pas tomber dans l'eau, mais la noyade est à éviter absolument, donc plutôt le bain à 2. La chaise haute, basse, de façon à ce que quand l'enfant commence à pouvoir se lever et passer au-dessus de la chaise, il ne tombe pas de haut quand la mère a une inattention liée à une crise. Limiter l'espace de promenade, vous voyez, c'est tout bête à la maison. Éviter l'épuisement et le manque de sommeil. Là, je pense qu'il y a une participation du mari. Et enfin, les landaux qui, quand on les lâche, freinent tout seuls. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais c'était dans les conseils. Alors, dernière question et dernière partie de ce topo, c'est est-ce que je vais pouvoir allaiter mon enfant? Est-ce que c'est dangereux si je continue à prendre mes médicaments antiépileptiques? Alors, les avantages, on sent derrière l'allaitement qu'il y a quelquefois des idées presque politiques, hein, c'est assez impressionnant. Alors, les avantages, je reviens là-dessus, c'est la meilleure source d'aliments pour le nourrisson puisque le lait maternel va évoluer en même temps que l'enfant grandit. C'est toujours disponible, c'est pas cher, ça maintient une relation mère-enfant particulière et tout à fait naturelle. Il semble que ça améliore un peu les scores cognitifs des enfants, ça diminuera en cas de médicaments antiépileptiques utilisés pendant la grossesse, le sevrage de l'enfant, puisque ça va se faire beaucoup plus progressivement. Ça va réduire les risques d'infection, puisqu'il y a tout le côté immunologique transmis par le lait maternel, tous ces anticorps. Ça diminue plus tard le risque d'obésité, le risque de leucémie, le risque de mort subite, le risque d'allergie. Donc, c'est tout bénéf pour l'enfant, si je puis m'exprimer ainsi. Pour la mère, c'est aussi bénéfique puisque ça semble éviter la dépression du postpartum, du moins la diminuer un peu, cette fameuse dépression puerpérale. Ça diminue peut-être le diabète et ça diminue les cancers gynécologiques, le sein et l'ovaire. Donc, vraiment beaucoup d'avantages. Les inconvénients, c'est surtout que si un médicament est toxique, eh bien, on poursuit l'exposition de l'enfant
et donc ça continue à être toxique pour lui. Deuxième chose, c'est que la barrière hémato-encéphalique n'est pas forcément complètement mature, mais là, on a très peu de données. Et donc, peut-être le médicament passe peut-être plus vers le cerveau que chez l'adulte ou chez le grand enfant. Enfin, le grand souci, c'est ça, c'est que le métabolisme hépatique de l'enfant peut être immature à la naissance, en particulier chez les enfants qui ont, qui sont prématurés. Et donc, ce risque de métabolisme hépatique immature risque d'augmenter, de diminuer l'élimination du médicament chez le nouveau-né et donc d'augmenter le taux et de peut-être atteindre des taux toxiques. Autre inconvénient, c'est qu'il faut se réveiller la nuit pour nourrir l'enfant, alors que sinon, quelqu'un d'autre peut s'en charger, je pense au mari, bien sûr. Enfin, pendant l'allaitement, si vous n'êtes pas confortablement installé et que vous faites une crise, vous risquez de faire tomber l'enfant. Et ça, on l'a vu, c'est dangereux. Alors, ce qu'il y a, c'est que les informations sont souvent confuses. Il y a les pédiatres qui vont dire une chose, le gynécologue autre chose, le neurologue autre chose, et on a du mal à s'y retrouver. C'est vrai que depuis qu'on consulte avec un gynécologue, on a une opinion un peu plus tranchée. Mais en fait, cette confusion traduit notre ignorance. C'est-à-dire que moi, je ne lis pas beaucoup les données des gynécologues, et les gynécologues très peu les données des neurologues, et ainsi de suite. Et en fait, il y a beaucoup de politique derrière ça. On sent qu'il y a des grands partisans de l'allaitement et d'autres qui ne veulent pas, pour des raisons plus sentimentales ou féministes peut-être, qui ne veulent pas allaiter. Donc, c'est très confus et souvent, on a du mal à laisser passer le message. Ce qui est sûr, c'est que si c'était très dangereux, on le saurait. Voilà. Alors, globalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici une statistique qui montre qu'aux États-Unis, 79% des femmes allaitent à la sortie de la maternité, 41% à 3 mois, et ça dépend du médicament utilisé. Elles allaitent plus volontiers quand il y a de la carbamazépine ou du valproate, on va voir pourquoi, que quand il s'agit de la motrigine. En Scandinavie, vous voyez que c'est une mentalité probablement différente. 90% des femmes allaitent à la sortie de la maternité. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Quelle est la concentration du médicament antiépileptique chez l'enfant? Eh bien, il dépend de la concentration dans le lait maternel. Et en fait, la partie libre du médicament diffuse librement pour du plasma maternel vers le lait maternel. Et donc, quand le taux sanguin monte, le taux dans le lait monte, et inversement, dès que le taux sanguin rebaisse, eh bien, ça va repasser du lait vers le plasma. Et donc, il faut essayer d'allaiter dans la mesure du possible au moment où le taux est le plus bas dans le sang. Ça dépend aussi de l'absorption et de la distribution chez l'enfant, et ça, on a peu de renseignements, et ça dépend surtout du métabolisme, je vais le répéter. Quelquefois, le foie n'est pas mature, surtout chez les prématurés, et que quelquefois, cela est utile de le vérifier. Ici, c'est l'étude de Midor qui montre assez clairement que chez les femmes qui ont allaité, on a mesuré le taux sanguin chez la femme et le taux sanguin chez l'enfant. Vous voyez à droite, pour le lévétiracétam, que le taux sanguin chez l'enfant est vraiment ridiculement bas par rapport à celui de la femme. À gauche, c'est un peu plus haut pour la motrigine, mais habituellement, le taux sanguin chez l'enfant est largement inférieur au taux sanguin chez la mère. Voilà. Donc, je rappelle que cette même étude disait qu'à l'âge de 6 ans, ceux qui ont été nourris au sein ont un QI avec 4 points de plus et quelques capacités langagières supérieures, on va en parler. Maintenant, si on prend les médicaments un par un, la phénitoïne, très fixée aux protéines plasmatiques, et donc le taux, encore une fois, dans le lait, qui dépend de la fraction libre, est nettement inférieur au taux plasmatique chez la mère. Donc, c'est un médicament plutôt sans risque. Le valproate, c'est pareil. Le valproate est très fixé aux protéines plasmatiques et on voit que le taux dans le lait par rapport au plasma maternel est extrêmement bas, 0,01 à 0,3. Et donc, plus on est loin de la prise du médicament, plus le taux va être bas. La carbamazépine, c'est pareil. Donc, ces 3 médicaments sont considérés comme des médicaments, par la plupart des auteurs, avec peu de risques ou sans risque pour l'allaitement maternel. Une femme sous valproate peut allaiter, une femme sous carbamazépine peut allaiter.
Risque modéré, maintenant, on retrouve l'amotrigine, qui lui est fixé à 55% en protéines plasmatiques, et donc un ratio moyen, vous voyez, un peu moins de la moitié de ce que porte la mère, c'est ce qu'on a vu dans l'étude tout à l'heure. Et le taux sérique, bien sûr, est encore inférieur, c'est de 10 à 27% du taux maternel, avec toutefois une fraction libre qui est un peu supérieure chez l'enfant. Voilà. Mais on a pour l'instant publié très peu d'effets secondaires. Il semble que ce soit compatible avec l'allaitement, mais il faut surveiller l'enfant. Il y a une possibilité d'allergie, de somnolence, de succion retardée, et éventuellement, il est recommandé de surveiller le taux sanguin de l'enfant. Pour le trileptal, on est à peu près dans la même situation, mais là aussi, le métabolisme hépatique a une grande importance. Les 3 autres médicaments avec un risque modéré, ce sont le lévétiracétam, le topiramate et le gabapentine. Bien que le gabapentine soit très peu fixé aux protéines plasmatiques, l'absorption doit mal se faire puisque la concentration plasmatique chez l'enfant est très basse, et vous voyez que très peu de choses ont été décrites, sauf perte de poids sous topiramate et possibilité de diarrhée. Prégabaline, très peu de passages. Et par contre, le risque est un peu supérieur pour les phénobarbital et primidone, parce que justement, il y a un risque d'accumulation du fait de la très longue demi-vie et du risque de métabolisme hépatique qui n'est pas encore fonctionnel. Et donc, il y a un risque de somnolence de l'enfant, donc qui tétera mal, et un risque de perte de poids. Donc, les auteurs disaient que c'était compatible sous réserve d'une surveillance et des taux plasmatiques chez l'enfant pour être sûr qu'on ne monte pas trop. Concernant le clobazam et le clonazepam, ou disons les benzodiazépines, il y a aussi un risque d'accumulation, et on voit très clairement que pour le diazépam, par exemple, la demi-vie chez le prématuré va être de 80 heures, de 30 heures chez le nouveau-né et de 20 heures ensuite. Donc, il y a un risque de perte de poids, de perte de tétée et de perte et de somnolence. Le clobazam un peu moins fixé, et le clonazepam risque d'accumulation car la demi-vie est longue, plutôt à éviter. Zonisamide, étosuximide et pérampanel lacosamide, en fait, on ne sait pas très bien. Pour le zonisamide, il semble qu'il faille vraiment surveiller de près. Pour l'étosuximide, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes adultes qui sont traitées par ça, mais c'est plutôt excitant. Prise de poids retardée ont été reportées, et donc c'est plutôt déconseillé. Le risque est supérieur. Alors, globalement, est-ce que pendant l'allaitement, l'enfant va bien se développer? Eh bien, globalement, beaucoup d'études semblent dire que oui, même en cas de polythérapie, il y a moins de risques en cas d'allaitement de mauvaise prise de poids des enfants, ce qui est un critère. Et on voit ici, après l'allaitement, qu'est-ce que deviennent ces enfants? Et on voit assez clairement que ceux qui ont été nourris au sein ont l'air d'avoir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même étude, hein, un QI un petit peu supérieur à ceux qui n'ont pas été nourris au sein. Et même les patients qui ont été nourris au sein avec du valproate, comme vous pouvez le voir, puisque le QI est à 106, alors qu'il n'est qu'à 94 non nourris au sein. Donc, quelles sont les conclusions? Et je vais finir avec ces 2 diapos. L'allaitement maternel est à encourager. La plupart des médicaments antiépileptiques sont susceptibles. Vous avez vu qu'il faut quand même globalement surveiller les efforts de tétée, la somnolence, la prise de poids. Surveiller, surtout dans les premières semaines de vie et chez les prématurés, l'immaturité hépatique. On peut peut-être avoir recours à une alimentation mixte pendant quelques semaines au tout début de vie. Les taux sanguins chez l'enfant, au moindre doute. Une alimentation mixte, on a très peu de données, et il faut réadapter les prises maternelles des médicaments qui ont été augmentés souvent pendant la grossesse. On a un peu augmenté les médicaments, il faut remettre, en 2-3 semaines, il faut remettre en bas, et j'insiste à nouveau sur le risque de lâcher l'enfant allaité sur un lit. Il n'y a pas de contre-indication, sinon aux inhibiteurs de la lactation. Vous avez un site anglais qui s'appelle LactMed où beaucoup de choses sont rassemblées.
Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est une décision individuelle, c'est le désir de la patiente. Si la patiente a l'impression qu'elle risque de continuer à intoxiquer son enfant avec un médicament, qu'elle ne le fasse pas. Si elle a l'impression au contraire que ça va favoriser son rapprochement avec l'enfant, que c'est une transition après la grossesse, eh bien il faut le faire avec les précautions dont on vient de parler. Ça dépend aussi du terme de l'accouchement, puisque ça va être plutôt déconseillé en cas de prématurité ou alors un allaitement mixte avec grande prudence. Ça va dépendre du traitement. Vous avez vu que certains traitements sont plutôt sans risque et d'autres avec un risque un peu supérieur. Et dernier conseil qu'on peut donner, c'est de prendre le traitement juste après avoir allaité ou juste avant dans l'endormissement de l'enfant, de façon à ce que le taux sanguin chez la mère soit le plus bas possible. Et c'est un reflet du taux maternel. Donc, le taux dans le lait maternel va être très bas. Voilà, j'ai fini avec cette présentation. Je déclique ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment on enlève le partage d'écran. Je suis désolé. Voilà. Merci, professeur. Ça a été un peu rapide. Berabel, pour cette intervention qui est très intéressante et très instructive pour notre pratique quotidienne. Et je pense que je vais commencer par les questions de l'auditoire. Et je commence par la première question. Alors, professeur Triki donc a posé la question, le traitement par l'acide folique avant et pendant la grossesse a-t-il un rôle dans le développement cognitif et psychomoteur de l'enfant? Je pense que vous avez répondu à cette question. Oui, on a l'impression en tout cas que les femmes qui ont pris de l'acide folique avant et pendant les 3 ou 4 premiers mois de la grossesse auront des enfants dont le développement intellectuel va être un peu supérieur ou peut-être un peu plus rapide que ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de malformation avec l'acide folique. Là, vraiment, toutes les études sont assez unanimes pour dire que l'acide folique ne prévient pas les malformations chez ces femmes. Attention, je parle que des femmes épileptiques traitées. Je ne parle pas de la population générale où là, on sait qu'il y a un effet préventif. D'accord. Donc, la deuxième question, c'est, il a parlé, donc lamotrigine est dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Donc, l'OMS a indiqué lamotrigine comme un traitement adjuvant associé à d'autres médicaments dans les crises focales ou les crises généralisées et pas le levétiracétam. Alors, il dit pourquoi un tel retard de l'OMS, notamment quand on pense aux grossesses? Alors, il y a un point très particulier pour le levétiracétam, c'est que dans beaucoup de pays, dont la France, il n'a pas l'AMM en monothérapie dans les épilepsies généralisées. Oui. Mais la pratique est tellement classique que c'est quelque chose, les étudiants ne se posent même plus la question. Ils peuvent donner du levétiracétam en première intention dans une épilepsie généralisée. Alors, c'est peut-être pour ça, parce que le spectre n'est pas si large que celui de lamotrigine, qu'il y a cette méfiance, disons. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même, pour ce qui est des grossesses, on a moins de grossesses sous levétiracétam que sous lamotrigine, pour l'instant. Donc, c'est peut-être ça la réticence, c'est qu'il n'y a pas la publication qu'il faudrait sur les épilepsies généralisées avec une étude bien menée, enfin, etc. D'accord. Donc, une troisième question. Donc, pour le retard de développement cognitif, avec les médicaments antibiotiques, les études ont-ils pris en considération les autres facteurs tels que le milieu familial, peu stimulant, etc.? Alors, il y a une correction qui est faite tout à fait en fonction du QI de la mère, en fonction de différentes choses, du niveau d'instruction, etc. La seule chose où il y a quand même un tout petit biais qui avait été souligné lors d'une des conférences à l'AES, c'est qu'une femme qui va faire beaucoup de crises chez elle, eh bien peut-être va moins bien s'occuper de l'enfant, ou du moins s'éloigner de l'enfant, et que cela peut peut-être retentir sur son développement ultérieur. Alors qu'une femme qui ne fait pas de crise, après,
et qui peut s'occuper de son enfant normalement, je dirais, eh bien, les rapports ne seront pas pareils qu'une femme qui fait beaucoup de crises. Donc, il y a peut-être des petites choses qui rentrent en ligne de compte en plus de ce qu'on a vu dans les médicaments. Et sinon, toutes ces études sont bien corrigées en fonction de tous les facteurs qu'on peut mettre en ligne, le tabac, etc. Donc là, elle refuse aussi l'intervention de grossesse. Et donc, elle va garder la grossesse. Oui, elle veut garder la grossesse. Est-ce que d'après vous, elle est sous dépakine? Est-ce que d'après vous, on devrait changer dès qu'on est au courant qu'elle est enceinte, ou on va garder la dépakine, peut-être diminuer les doses, ou que pensez-vous? Quelquefois, les EMJ sont équilibrés avec des très faibles doses de valproate, 500 mg, voire même 250 mg. J'ai quelques patients. Donc, moi, je pense que si surtout on est en début de grossesse, ça vaut le coup d'essayer de le baisser. Est-ce qu'on peut changer pour l'amictal? Non, parce qu'on ne peut pas instituer de l'amictal rapidement. Par contre, on peut peut-être, si elle le veut, mais en pesant le pour et le contre et en lui décision à deux, et éventuellement changer la dépakine pour le Keppra, puisque le Keppra, le levetiracetam, on peut l'instituer très rapidement. Donc ça peut être une option. Et ça, d'autant plus qu'on ne l'a jamais essayé. Mais si autrefois on avait essayé le lamotrigine qui n'a pas marché, le levetiracetam qui n'a pas marché, il faut se méfier. La toxicité, pour ce qui est du côté cognitif, intellectuel, on ne sait pas à quel moment de la grossesse ça s'exerce. Les malformations, c'est les 3 premiers mois, mais d'après une étude qui est un peu critiquable, qui a été faite en France, il semblerait que pendant toute la durée de la grossesse, le valproate exerce une toxicité qui peut avoir des effets cognitifs secondaires, même jusqu'au 8e ou 9e mois. Vous voyez. Donc, dans la mesure du possible, il faut programmer au mieux. Mais on a tous pas toujours le cas pour programmer la grossesse, c'est ça le problème. Puis, c'est-à-dire, si on met la patiente sous Keppra, le vétéracitam, on peut reprendre éventuellement la dépakine en fin de grossesse, avant l'accouchement. C'est ce que j'essayais de dire, c'est que le plus tard possible, parce que même au 8e mois de grossesse, il est possible que le valproate ait un effet toxique sur le développement cognitif de l'enfant. Ça, ce n'est pas encore bien cerné, mais il semblerait que les enfants auront plus besoin d'aide même au 3e trimestre de la grossesse, quand le valproate a été reçu qu'au 3e trimestre de la grossesse. C'est vrai que pendant un moment, on faisait ça, c'est-à-dire qu'on passait le 1er trimestre et puis on remettait un petit peu de valproate. Et en fait, nos autorités nous ont dit non, non, c'est risqué, il y a encore un risque. Et chez l'animal, on voit un risque. Alors, je reviens aux questions de l'auditoire. Donc, la lamotrigine ou monothérapie nécessite une longue période avant d'atteindre la dose efficace. Alors, comment faire le switch, surtout qu'on doit éviter les associations? Alors, moi, quand je switch le valproate pour la lamotrigine, je m'y prends, oui, je dis à la femme, il faut que vous veniez me voir 6 mois avant le désir de grossesse, 6 mois avant la conception. Et il faut prendre le temps. Et c'est 25 mg un jour sur 2, puis 25 mg tous les jours, puis 50 mg. Et on montera tout doucement et on baissera tout doucement le valproate dès qu'on est aux alentours de 100 mg de lamotrigine. Mais on ne peut pas le faire plus vite parce que ça serait une catastrophe qu'elle fasse en plus un Steven Johnson. Donc, il ne faut pas prendre ce risque-là pour… Encore une fois, on limite le risque de malformation un peu, on ne le limite pas totalement. Et puis, il y a quand même une chance sur 2 que l'enfant aille bien. Donc, il faut quand même peser le pour et le contre. Et je reviens sur le cas d'avant, là. Une femme déjà enceinte, je pense que ça dépend aussi à quel terme elle est. Si elle est au tout début, je pense que ça vaut plus le coup de changer que si elle est déjà au-delà du 3e mois. D'accord. Donc, une dernière question. Il pose la question sur le rythme de surveillance de dosage médicamenteux au cours de la grossesse. Est-ce que c'est-à-dire tous les mois, tous les 2 mois? Alors, l'idéal, c'est de l'avoir avant. Alors ça, je ne vous cache pas qu'on a du mal. Hein. Et puis ensuite, moi, je fais dès que je sais qu'elle est enceinte. Et puis ensuite, je fais tous les 2 mois, à peu près 2 ou 3 mois. Surtout si je vois que ça décroche complètement. Hein. Et c'est vrai que levetiracetam et lamotrigine, il y a des femmes chez lesquelles ça diminue de moitié, voire plus que la moitié. Hein. Donc, on peut avoir un tiers de la dose qu'on avait au début. Et il y a quand même
il ne faut pas oublier que quelque part, on peut peut-être utiliser quand même l'électroencéphalogramme comme élément de surveillance. Si on n'a pas du tout de pointe onde et que quand on switch, on voit apparaître des pointes ondes, on doit se méfier. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les mauvais moments, on peut utiliser les benzodiazépines pendant la grossesse. D'accord. Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin et on va passer à la deuxième intervention. Merci beaucoup, professeur Bouiraben. On va passer à la deuxième intervention. Donc, parce qu'il est temps de… Alors, on passe donc au professeur Dang Nguyen. Donc, il est professeur en neurologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est chercheur au Centre de recherche des CHU Montréal et professeur titulaire en neurosciences à l'Université de Montréal et président de la Ligue canadienne contre l'épilepsie. Et professeur Dang va nous parler de la crise non épileptique psychogène, tout en sachant que la crise non épileptique psychogène, c'est presque le signe, le trouble le plus fréquent, le trouble neurologique fonctionnel. À vous la parole. Alors, bonjour à tous, j'ai préenregistré ma présentation et je reviens avec vous avec les questions. D'accord, très bien. Bonjour à tous, il me fait plaisir de me joindre à vous pour vous entretenir sur les crises non épileptiques d'origine psychogène. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Alors, voici le plan de ma présentation. Par souci de temps, nous allons rapidement discuter des points 1 à 5 pour passer beaucoup plus de temps sur le point 6. Alors, il n'y a pas de classification officielle pour les crises non épileptiques, mais on peut diviser les crises en deux grandes catégories, les crises épileptiques et les crises non épileptiques. Les crises non épileptiques peuvent, quant à elles, être subdivisées en crises non épileptiques d'origine physiologique et ceux d'origine psychogène. Alors, un exemple de crise non épileptique d'origine physiologique serait, par exemple, des épisodes paroxystiques neuroglycopéniques en lien avec des épisodes d'hypoglycémie chez un patient qui aurait, par exemple, un insulinome pancréatique. Les crises non épileptiques d'origine psychogène peuvent, quant à elles, être divisées en deux, soit celles de nature factice. Alors ici, le patient fait semblant d'avoir des crises pour avoir un gain secondaire, comme par exemple une demande d'invalidité, soit celles en lien avec un trouble de conversion. Ici, les crises sont la manifestation d'une détresse psychologique, mais le patient est convaincu d'avoir une maladie organique. Les crises non épileptiques d'origine psychogène sont définies comme des épisodes dont la sémiologie est similaire aux crises épileptiques, mais elles sont causées par un processus psychologique plutôt que des décharges neuronales anormales. Le terme de pseudo-crise est de moins en moins utilisé car il a une connotation péjorative. Alors, et puis, on commence à voir de plus en plus dans la littérature l'appellation de crise d'origine fonctionnelle. Les crises non épileptiques d'origine psychogène sont évidemment fréquemment méprises pour de l'épilepsie. On parle d'un délai diagnostique de 7 à 10 ans. Pendant ce délai, les patients pourront faire l'objet de traitements et d'investigations non nécessaires, parfois coûteux et parfois avec des conséquences néfastes, comme par exemple la prise de poids avec l'utilisation de l'acide valproïque. La prévalence des crises non épileptiques d'origine psychogène est estimée à 2 à 33 par 100 000, avec une incidence de 3 par 100 000 par année. Ceci est, à mon avis, une sous-estimation. Dans les unités de monitoring d'épilepsie, les crises non épileptiques d'origine psychogène représentent le quart des admissions. Les crises non épileptiques d'origine psychogène affectent tous les groupes d'âge, mais on retient que la majorité des patients ont entre 20 et 40 ans et les 2/3 sont des femmes. On croyait auparavant que la plupart des patients avec crise non épileptique d'origine psychogène avaient aussi de vraies crises, ce qui leur permettait de les imiter. Mais on sait maintenant que seulement 10% des patients avec crise non épileptique d'origine psychogène ont aussi de vraies crises concomitantes. Et sans surprise, 70% des patients avec une crise non épileptique d'origine psychogène ont aussi d'autres désordres psychogènes et rapportent un trauma psychologique antérieur. Au niveau d'étiologie, les crises non épileptiques d'origine psychogène constituent un désordre hétérogène, mais on retiendra à la base que la majorité sont causées par des événements psychologiques traumatisants. Passons maintenant au lieu de la présentation, soit la prise en charge des crises non épileptiques d'origine psychogène au niveau pratico-pratique.
Les étapes générales sont d'abord de faire le diagnostic et puis par la suite délivrer le traitement. Alors, certains éléments du questionnaire vont permettre de suspecter le diagnostic, notamment une fréquence élevée de crise sur laquelle les anticonvulsivants n'ont aucun impact, des facteurs précipitants émotionnels, des crises dans la salle d'attente ou dans le bureau du médecin, une histoire de douleur chronique ou de fibromyalgie, une revue des systèmes qui est floride et un historique de troubles psychiatriques ou psychologiques. La règle de 2 est très utile pour suspecter le diagnostic de crise non épileptique d'origine psychogène. Alors, lorsqu'un patient a plus de 2 EEG normaux, fait plus de 2 crises par semaine et a échoué plus de 2 anticonvulsivants, la valeur positive prédictive est de 85% pour des crises non épileptiques d'origine psychogène. Pour prouver qu'il s'agit de crises non épileptiques d'origine psychogène, l'étalon A est l'enregistrement vidéo EEG. Il faut alors démontrer l'absence de décharge épileptiforme ictale à l'EEG et que les manifestations cliniques ne ressemblent pas à une crise épileptique. Alors, dans le terme vidéo EEG, il y a la portion EEG et la portion vidéo qui, elle, est tout aussi importante. En effet, il faut retenir que certaines crises épileptiques ne sont pas toujours accompagnées de modifications à l'EEG de surface. En plus, certaines crises sont associées à beaucoup de mouvements qui vont engendrer des artefacts à l'EEG, limitant ainsi l'interprétation de l'EEG. Par ailleurs, la vidéo EEG n'est pas toujours disponible partout, surtout dans les pays moins industrialisés. Alors, l'avenue du téléphone mobile, qui permet à monsieur et madame tout le monde de faire des vidéos sur le pouce, là, a grandement changé la pratique de l'épileptologie à travers le monde. Dans ma propre pratique, je reçois régulièrement par texto ou courriel des vidéos d'urgentologues, de neurologues généraux, de médecins de l'étranger qui me demandent mon avis sur la nature d'épisodes paroxystiques. Alors, en effet, le diagnostic de crise non épileptique peut parfois se faire uniquement sur la base de la sémiologie sans l'apport de l'EEG. Pour ce faire, il faut évidemment avoir une bonne connaissance de la sémiologie des crises épileptiques. Alors, pour quelqu'un comme moi qui dirige une unité de vidéo EEG monitoring et qui mange des crises pour déjeuner, dîner et souper, c'est relativement facile. Mais il faut reconnaître que les neurologues sont rarement témoins de crises. En fait, les urgentologues ont probablement vu plus de crises que les neurologues, puisque ceux-ci vont arriver au chevet souvent une fois que la crise soit terminée. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter à ce stade-ci un montage vidéo qui combine des crises épileptiques et des crises non épileptiques d'origine psychogène. Alors, par souci de temps, je n'ai sélectionné que des bouts de crise, des segments de crise. Alors, je vous propose de les regarder par vous-même d'abord, de noter vos réponses sur une feuille de papier et par la suite, nous allons les regarder à nouveau et je vous donnerai alors les réponses et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit de crise ou de crise non épileptique. Alors, vous pourrez alors évaluer vous-même votre performance. Alors, le quiz dure 14 minutes. Il y a 36 vidéos de crise. On va commencer tout de suite. Vous avez 5 secondes entre les crises pour écrire votre réponse.
Élection. Est-ce que vous m'entendez? Êtes-vous capable de mettre vos bras droits comme ça? Comment ça va? Comment ça va?
Comment je m'appelle, moi? Comment je m'appelle? Maria. Vous pas bien? Ça va pas bien? Quel jour qu'on est aujourd'hui? Quel jour qu'on est aujourd'hui? Monsieur Levac, serrez mes poings, serrez mes doigts, serrez fort. Levez la tête, qu'on vous voit à la caméra, c'est bien. Capable de mettre vos deux bras comme ça devant vous? Vous pouvez les redescendre. Ça va, madame? Êtes-vous capable de me serrer la main? En fin de semaine, madame, ma convule.
Voy a hacer un botón ici. Alors, 11, 44, 32. T'as-tu un crayon? Alors voilà, nous allons maintenant revoir les crises et je vais vous donner les réponses et vous expliquer pourquoi il s'agit de crise ou de crise non épileptique. Donc, la première crise est une vraie crise. On note ici une posture tonique des deux membres supérieurs qui est relativement symétrique, puis qui devient légèrement asymétrique. Il s'agit d'une crise qui implique les structures frontales et sous-corticales. Ici, une crise non épileptique, notez la présence de tremblements sans hypertonie, sans phase tonique préalable. La troisième crise est une vraie crise épileptique. Notez ici la présence de mouvements de pédalage asymétriques avec une posture anormale du membre supérieur également. Ici, il s'agit probablement d'une crise qui implique les structures préfrontales. Ici, une vraie crise épileptique. Notez que le patient rit et présente une altération de l'état de conscience. Les crises gélastiques sont les plus souvent d'origine épileptique, alors que les crises d'acryostiques, durant lesquelles le patient pleure, est le plus souvent d'origine non épileptique. Les crises gélastiques viennent souvent des régions temporales ou frontales médianes. Ici, une crise épileptique de type absence avec arrêt comportemental et myoclonie palpébrale. Le retour de la conscience après une absence est très rapide. Donc ici, une crise non épileptique se manifestant principalement par de l'hyperventilation. Ici, il s'agit d'un rappel que les crises non épileptiques d'origine psychogène peuvent également survenir chez les enfants, surtout notamment en période de stress d'examen. Ici, une vraie crise épileptique avec une posture tonique en flexion du cou et une élévation du regard. Ici, une autre vraie crise épileptique. Notez la déviation oculaire vers la droite, suivie de clonie de la commissure labiale droite, suggérant que la décharge épileptiforme ictale implique la région oculomotrice gauche et avec propagation au niveau de la région motrice, au niveau de la représentation de la bouche. Ici, une crise non épileptique d'origine psychogène. Notez comment la crise peut être modifiée ou interrompue partiellement par la menace visuelle. Alors, si vous êtes capable d'interrompre ou modifier une crise, c'est en général suggestif de crise non épileptique. Ici, une crise non épileptique se manifestant par des tremblements sans hypertonie, sans phase tonique préalable avant les tremblements. Ici encore une crise non épileptique. Notez des mouvements du bassin, également des tremblements sans hypertonie
sans phase tonique avant la phase de tremblement. Ici, une vraie crise. Vous allez noter ici une déviation céphalique droite, suivie d'une posture tonique asymétrique, une posture qu'on appelle de l'escrimeur, suivie d'une posture de la figure en 4 inversée. En général, cette phase tonique est suivie de clonie dans le cadre d'une crise tonico-clonique. Ici, une crise non épileptique. Notez premièrement les yeux fermés. La majorité des crises non épileptiques, les patients ont les yeux fermés, alors que les vraies crises, les patients ont les yeux ouverts. Ici, une drôle de posture du bras gauche, ce que j'appelle la posture de la tasse de thé. Ici, une vraie crise, une crise tonique, initialement symétrique, puis asymétrique, signifiant l'implication des structures frontales motrices et sous-corticales. Ici, plus difficile, une vraie crise épileptique d'origine temporale avec des automatismes des membres supérieurs assez marqués. Le patient interagit partiellement avec la technicienne, ce qui suggère qu'il s'agit probablement plutôt d'une crise temporale droite plutôt que gauche, les crises temporales droites étant associées avec un peu moins d'altération d'état de conscience ou d'obnubilation que les crises temporales gauche. Ici, une crise non épileptique d'origine psychogène, notez les tremblements qui seront suivis dans quelques secondes d'une posture opistotonique. Voilà. Et puis, notez également l'absence de blessure sur cette crise. Ici, une vraie crise épileptique d'origine de type atonique avec blessure. La patiente frappant sa tête sur les côtés de lit. Ce type de crise se retrouve principalement chez les enfants avec une déficience intellectuelle. Ici, une vraie crise épileptique d'origine temporale. Notez ici les automatismes manuels du côté droit, donc des automatismes de frottement. Notez également au niveau du membre supérieur gauche une posture dystonique. Il s'agit donc d'une crise temporale droite, les automatismes étant ipsilatéraux au foyer et la posture dystonique étant contralatérale au foyer. Ici, une vraie crise épileptique d'origine temporale. Notez les automatismes de manipulation sans but précis. Il y a également une altération partielle de l'état de conscience alors que la patiente n'est pas en mesure de répondre aux questions du technicien. Ici, une vraie crise épileptique d'origine temporale. Notez ici la présence d'automatismes oroalimentaires, donc des automatismes de mâchonnement ou de déglutition. Notez également la posture dystonique du membre supérieur gauche, signifiant qu'il s'agit probablement d'une crise temporale droite. La posture dystonique étant contralatérale au foyer. Ici, une crise non épileptique se manifestant principalement par des tremblements de la main droite qui changent d'axe, allant d'un axe vertical à un axe horizontal, et puis migrant au niveau du corps. Ici, une crise non épileptique, notez des tremblements sans hypertonie, sans phase tonique préalable. Ici, une crise non épileptique avec un tremblement de la main droite. Lorsqu'on tient la main droite, le tremblement se propage au niveau du tronc. Alors, si vous manipulez, si vous retenez le membre qui tremble, souvent le tremblement va diffuser dans d'autres membres ou d'autres parties du corps. Ici, une crise plus difficile.
Cette patiente présente des crises non épileptiques et des mouvements saccadés du corps et de la tête. Par contre, faire attention, ce type des crises d'origine préfrontale peuvent parfois ressembler à ceci. Donc, le EEG est quand même important. Et le contexte, le reste du questionnaire est important également. Ici, une crise non épileptique. Notez que la patiente se protège, il n'y a pas de risque de blessure et les mouvements répétés du bassin. Ici, une vraie crise épileptique. Notez la déviation oculaire droite, puis céphalique droite, puis une posture tonique. Qui sera suivie de clonie. Donc, notez également que le patient a échappé à un objet qui lui est précieux, soit sa console de jeu. Ici, une crise non épileptique. Les yeux sont fermés. Il y a du pourléchage avec sa langue. Il y a la posture de la tasse de thé. Il y a des tremblements sans hypertonie, sans phase tonique préalable. Ici, une crise non épileptique avec perte de tonus chez un adulte sans notion de déficience et ici, absence de blessure. Ici, une crise non épileptique avec des tremblements qui changent d'axe, vertical, horizontal et puis des mouvements de rotation également. Ici, une crise épileptique nocturne. En fait, tout épisode paroxystique survenant au cours du sommeil devrait être considéré comme suspect jusqu'à preuve du contraire, soit un trouble du sommeil, soit une crise nocturne. Ici, une crise non épileptique avec des mouvements marqués du bassin, non systématisés. Ici, une vraie crise épileptique. Notez la déviation de la bouche vers la droite, la prise d'une posture dystonique, tonique asymétrique, et puis des clonies subséquents. Ici, une crise frontale nocturne. Notez la posture dystonique du membre supérieur gauche, des mouvements non systématisés, sans but précis. Donc, tel que mentionné, les épisodes nocturnes devraient être considérés comme suspects jusqu'à preuve du contraire. Ici, une crise non épileptique. Notez les yeux qui sont fermés, l'absence de blessure, les mouvements du bassin répétés, les gémissements. Ici, une crise non épileptique. Notez ici que la patiente crache de la salive volontairement, les yeux sont fermés. Elle présente des mouvements non systématisés des membres inférieurs sans hypertonie. Les membres supérieurs sont également sans hypertonie. Alors, la dernière crise est également une vraie crise, cette fois-ci une crise épileptique. Notez la posture tonique, la tête en flexion, les membres supérieurs en flexion et la dérive corporelle. Alors voilà, on va revenir au diaporama. Donc, tous les trucs que je viens de vous donner sont résumés dans les
3 diapositives suivantes. Un PDF de la présentation vous sera remise pour que vous puissiez les consulter dans le futur. Alors, une technique utile pour poser le diagnostic est l'induction de crise. La technique que je préconise est le test au diapason. Alors, voici un vidéo explicatif. Donc, je débute en expliquant aux patients que malgré un questionnaire approfondi, il m'est difficile de bien cerner la nature des crises et qu'il serait très utile d'en voir une. Ceci aiderait autant au diagnostic que pour cibler le meilleur traitement pour lui. Donc, pour ce faire, je lui explique que je vais utiliser le diapason, un outil qui peut générer un stimulus vibratoire. Une fois posé sur la tête, le stimulus sera transmis par le crâne vers les nerfs auditifs dans les oreilles. Les nerfs auditifs vont transmettre le signal au cerveau pour le stimuler et ça peut alors induire des crises. Je leur réassure qu'il n'y a pas de danger puisque nous sommes à l'hôpital et que je serai à ses côtés pour toute la durée du test. Alors, il existe un effet de dose-réponse au test au diapason, de sorte qu'il ne faut pas abandonner. Si le premier essai échoue, il faut alors augmenter l'intensité du stimulus vibratoire et parfois changer la localisation du stimulus. Alors, notez pour ce patient que le premier essai n'a rien généré. Par contre, les essais subséquents ont généré de légers symptômes. Ici, la technicienne indique qu'elle va donner un stimulus vibratoire encore plus important et ça mène à l'induction d'une crise plus importante. Il est évident que le test au diapason n'est pas en mesure d'induire une vraie crise épileptique. Si une crise survient avec le test au diapason, il s'agit fort probablement d'une crise non épileptique d'origine psychogène. Quant au traitement, le message clé est la collaboration entre le neurologue et le professionnel de santé mentale. Alors, il est important, lorsqu'on lit le diagnostic, de ne pas stigmatiser le patient. Personnellement, j'explique au patient que son cerveau souffre au niveau psychologique et qu'il exprime sa détresse non pas par des symptômes de dépression majeure ou d'attaque de panique comme pour la majorité des gens, mais plutôt par des symptômes qui ressemblent à des crises, sans qu'il n'y ait de décharge électrique anormale dangereuse pour son cerveau. Alors, pour traiter ces symptômes, il importe d'abord d'aborder les stresseurs à la source de cette détresse. Par ailleurs, il est important d'aviser les autres médecins du diagnostic. En effet, dans cette étude-ci, environ 40% des patients s'étaient vus represcrire un ou des anticonvulsivants 4 ans après leur retrait. Au niveau psychothérapeutique, les études récentes semblent favoriser les thérapies de type cognitivo-comportemental. Au niveau médicamenteux, il faudra sevrer les anticonvulsivants. Certains auront besoin de médicaments pour l'anxiété ou la dépression. Et le pronostic est généralement pauvre. 70% présenteront toujours des crises non épileptiques 4 ans après le diagnostic. Les facteurs de bon pronostic sont un quotient intellectuel élevé, un statut socio-économique élevé, un niveau d'éducation élevé, un jeune âge et des symptômes non moteurs. Alors, il faut comprendre qu'une psychothérapie de 2 minutes ne sera pas en mesure de résoudre une enfance remplie d'abus psychologiques, sexuels ou physiques. Alors, vous trouvez ici 2 références d'un groupe de travail de la Ligue internationale contre l'épilepsie sur les crises non épileptiques d'origine psychogène pour votre intérêt et pour consultation future. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci, professeur, donc, pour cette excellente intervention et surtout les vidéos très instructives. Et ça fait parfois induire en erreur, est-ce que ce sont des crises ou vraies crises d'épilepsie ou des CNEP, et surtout lorsqu'il y a beaucoup de mouvements. Donc, ça peut induire en erreur. Donc là, il y a une question de l'auditoire qui dit, est-ce que la sémiologie non motrice peut-elle nous faire évoquer des crises non épileptiques? En fait, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette question-là? C'est-à-dire le fait d'avoir une crise non motrice, il n'y a aucun mouvement au cours de la crise, une sémiologie non motrice peut faire évoquer une CNEP. Oui, c'est sûr que la majorité des crises non épileptiques présentent une sémiologie motrice.
C'est ce qu'on voit le plus souvent dans les unités de bio-EEG. Mais c'est sûr qu'on peut avoir une sémiologie non motrice également. Donc, des périodes d'altération de l'état de conscience, supposément, alors que lorsqu'on les enregistre, il n'y a pas vraiment d'altération de l'état de conscience. Donc, des crises non motrices peuvent également être de nature épileptique. Mais c'est sûr que je ne sais pas si c'est à cause de ce que les gens, de l'idée que les gens se font des crises. Peut-être que c'est sûr que quand on regarde des émissions de télévision et les films, quand les gens font des crises, c'est toujours moteur. Donc, peut-être que la représentation que les gens se font des crises, c'est toujours moteur, mais il m'est arrivé d'avoir des patients qui ne présentent pas d'éléments moteurs. Mais je suis d'accord que la majorité de ceux qu'on voit ont une sémiologie motrice. D'accord. Donc là, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a une relation entre l'épilepsie et la CNEP, les crises d'épilepsie et les crises non épileptiques? Est-ce qu'il y a une relation entre elles? C'est ça. C'est comme j'ai mentionné en début de présentation. Auparavant, on pensait que les gens qui avaient des crises non épileptiques, une grande proportion d'entre eux avaient aussi des crises épileptiques. Mais en fait, dans les dernières études, c'est à peu près 10% des gens qui ont des crises épileptiques et non épileptiques de manière concomitante. Alors, quand on pose un diagnostic de crise non épileptique, la majorité n'ont que des crises non épileptiques. C'est-à-dire que si on contrôle très bien les crises d'épilepsie, est-ce que le patient essaye de faire plus de crises non épileptiques? Ah, ça n'a pas été mon expérience. Parce que souvent, on voit à la consultation des patients ou des patientes surtout, où les crises sont bien, les crises d'épilepsie sont bien contrôlées par le traitement antiépileptique, mais à chaque fois qu'elle vient à la consultation, elle dit que je fais d'autres crises, et en fait, ce n'est pas des crises, ce sont plutôt de crises de CNEP, plutôt que des crises. Donc, ici, c'est bien de se référer à la règle de 2 que je vous ai montrée. C'est sûr que s'il y a une discordance entre la fréquence des crises et l'électroencéphalogramme, par exemple, ça peut être bien de procéder à un enregistrement vidéo EEG. Donc, moi, il m'est arrivé effectivement de faire des enregistrements parce que le syndrome épileptique du patient avec le syndrome épileptique qu'il a, il ne devrait pas avoir autant de crises et avec l'EEG normal, il y a une certaine discordance avec ce que le patient rapporte. À ce moment-là, c'est sûr, je les fais rentrer pour un enregistrement vidéo EEG. Et d'après vous, quelle est la plus handicapante? Est-ce que la crise d'épilepsie ou la CNEP? Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne question. C'est sûr que les crises épileptiques ont plus de risques de blessures. Donc, ont plus d'impact au niveau de la cognition à long terme. Donc, je dois probablement choisir les crises épileptiques qui ont plus de conséquences néfastes. D'accord. Donc, parmi les questions de l'auditoire, est-ce que vous adressez vos patients CNEP au psychiatre ou vous gardez vos patients? Personnellement, moi, je continue à suivre les patients. C'est ce qui est recommandé par la Ligue internationale pour éviter que le patient consulte ailleurs et que le patient se fasse represcrire des médicaments anticonvulsivants. Donc, c'est ce qui est recommandé actuellement. Mais en réalité, c'est sûr que sur le terrain, la majorité des patients, une fois le diagnostic posé, se font référer au psychiatre et ne sont plus suivis par un neurologue. Alors, c'est sûr que le patient qui se fait diagnostiquer avec des crises non épileptiques d'origine psychogène par un neurologue sera souvent mécontent du diagnostic et du travail du neurologue. Donc, c'est fréquent que la personne va consulter une autre personne. Et si le dossier patient n'est pas informatisé et disponible dans le réseau de la santé, la personne, le neurologue qui le verra en deuxième opinion n'aura pas nécessairement tous les détails des investigations qui ont été faites antérieurement. C'est pourquoi j'ai insisté pour que vous sachiez qu'une bonne proportion des patients se sont vus faire represcrire des médicaments quelques années plus tard après avoir été diagnostiqués avec des crises non épileptiques.
Donc, moi, je continue à les suivre. Pour ceux qui désirent ou qui acceptent d'être suivis encore, mais en réalité, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas nous voir. D'accord. Donc, merci. Est-ce que, une autre question, est-ce que la durée de la crise est-elle vraiment un élément d'orientation? Oui, ça, je n'ai pas eu le temps, évidemment, de vous montrer des crises de 40 minutes parce que la présentation aurait été trop longue, mais ça, c'est un indice très, très, très important. Donc, 95% des crises épileptiques durent moins de 5 minutes et arrêtent spontanément. Une durée prolongée est fortement suggestif de crise. Donc, le diagnostic différentiel, évidemment, c'est les patients qui font des rafales de crise, qui peuvent rapporter ça comme une seule crise, alors qu'il s'agit de plusieurs petites crises, une à la suite de l'autre. Mais ça, c'est un bon point. La durée des crises est un bon indice. Et d'après vous, une autre question, quelle est la place de la stimulation magnétique transcrânienne dans le CNEP? Ben, actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui prouvent son bénéfice. Donc, c'est difficile de commenter à ce niveau-là. D'accord. Donc, une autre question. À noter là, qu'il y a quelques cas rapportés de stimulation transcrânienne qui ont induit des crises aussi. Donc, il faut faire attention avec la stimulation transcrânienne. On parle beaucoup de traumatisme à l'enfance, des abus sexuels ou des traumatismes, une agression physique, etc., au jeune âge, et donc qui pourraient être responsables de ces crises non épileptiques. Est-ce que ça pourrait être, on explique que ça pourrait être un facteur prédisposant à ces types de crises? C'est ce qu'on voit la majorité du temps, du moins dans ma pratique. C'est souvent des histoires d'abus physiques ou sexuels en enfance. Donc, ce sont des stresseurs qui, les patients pensent avoir mis ça de côté, avoir tourné la page, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas le cas. Ouais. Donc, le diagnostic se fait assez facilement. Disons qu'une fois qu'on a posé le diagnostic de crise non épileptique, c'est souvent là que le chat sort du sac. Alors, lors de la première consultation, les gens ne vont pas nécessairement mentionner cet historique d'abus parce qu'ils ne font pas le lien nécessairement. Et puis, pour le médecin, c'est sûr que c'est délicat de poser de telles questions lors de la première consultation. Donc, en général, on va adresser ces questions-là un peu plus tard, une fois qu'il y a un lien établi entre le patient et le médecin. Et certainement, une fois que le diagnostic est confirmé par enregistrement vidéo ou vidéo EEG, quand on explique que les épisodes sont en lien avec un stresseur, le patient accepte assez facilement l'explication. Comme vous savez, le stress a le dos large. Quand quelqu'un fait un infarctus du myocarde, quand on leur dit que c'est à cause du stress, les patients acceptent ça très facilement. En fait, le stress, c'est responsable de tout. Alors, quand on leur dit que les crises non épileptiques sont dues au stress, eux, ils l'acceptent très facilement. Il n'y a pas nécessairement... ils voient que ça se pourrait. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont très ouverts à parler des abus dont ils ont été victimes dans le passé. D'accord, merci. Donc, il y a deux questions. C'est pratiquement la même question. Est-ce qu'il y a un traitement? Quel est le traitement médical? Est-ce que vous donnez un traitement pour ce type de crise? C'est ça. Donc, il n'y a pas de traitement médical, évidemment, pour les épisodes paroxystiques. Mais comme ces patients-là présentent souvent des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur, certains d'entre eux vont avoir besoin d'un médicament que le psychiatre va leur prescrire, par exemple. D'accord. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et
On aura donc, s'il y a d'autres, voilà, il y a une autre question, on va voir, parce qu'on a encore le temps. Non, c'est presque la même question, c'est pour le traitement. Est-ce qu'il y a un traitement médical? Donc, c'est toujours la même question pour le traitement. Bon, je pense que, sauf si on trouve une dépression, un syndrome dépressif associé ou une anxiété, on peut associer un antidépresseur pour ce type de crise. Donc, je vais vous envoyer une copie PDF de la présentation pour les tableaux qui résument un peu la différence entre les crises épileptiques et non épileptiques. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va conclure. Donc, c'était très, très bien avec les deux interventions et je remercie les deux intervenants, le professeur Beraben et le professeur et je suis très contente d'animer cette session et j'espère donc qu'on aura d'autres sessions pareilles parce que c'est très instructif pour le neurologue et pour les étudiants en neurologie, pour les seniors en neurologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.